Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour ce nouveau circuit matinal sur RT1, en direct, bien sûr, d'Abidjan. Bienvenue sur notre plateau en ce lundi 15 mai 2017. Ça y est, c'est la moitié du mois de mai. On s'achemine tout doucement vers les vacances, ce qui fait plaisir, bien sûr, à ma très chère voisine. Évidemment, bonjour Marco, bonjour chez vous. Et qui dit lundi, dit programme très chargé et très intéressant. Alors, vous le savez, Serge Dacoury sera présent sur notre plateau pour nous parler donc de sport et faire le point de l'actualité sportive en Côte d'Ivoire et ailleurs dans quelques instants. Et puis également, nous aurons droit à l'instant vérité. Ce sera avec Gabriel Zani qui recevra M. Aboulaye Touré, qui est secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports. Et puis en fin d'émission, nous aurons beaucoup de plaisir à recevoir Zézé Stanislas, avec qui on parlera de l'impact des agences de notation sur l'économie d'un pays, parce que la thématique, les lundis, c'est économie. Sans oublier, bien sûr, Point Route, Gym, JT et la titrologie qui s'invite maintenant grâce à Fatim Djidji. Bonjour chez vous encore. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Les journaux ce matin reviennent bien évidemment sur les événements de ce week-end, comme le prouve la une de Fraternité Matin, qui titre donc « Mouvement d'humeur de soldats » et affiche les mots du chef d'état-major, le général Touré Sékou. Une opération militaire est en cours pour rétablir l'ordre. Il ordonne de libérer tous les corridors. Et en haut de page, on peut y lire que le nom du nouveau Premier ministre français sera connu dans la journée, bien sûr, après l'investiture de Macron. On poursuit avec le même sujet à la une de l'Expression qui titre « Shérif, Ouattao et Zakaria mettent la pression ». L'armée lâche les mutins. Juste en dessous, on aperçoit les populations dans la rue qui se révoltent. Vous voyez cette pancarte qui demande d'arrêter tout ceci. On poursuit avec la une suivante, c'est celle de l'intelligent d'Abidjan qui nous dit « Adjamé, Daloa, Bouaké, Korogo, Yamsoukro, un peuple debout contre les soldats, argent ou rien ». Le journal ouvre aussi un débat. Faut-il vraiment se débarrasser du franc CFA et donne la parole à plusieurs personnalités à ce sujet. L'Inter aussi consacre sa une au soulèvement des militaires et nous dit que les choses se mélangent à Bouaké et Korogo. Les mutins attaquent, des morts et des blessés sont à déplorer. Je vous propose maintenant de découvrir la une de Soir Info, consacrée aussi à l'insurrection militaire. Les mutins s'apprêteraient à faire une déclaration à RTI Bouaké aujourd'hui et on apprend qu'un car de transport a été mitraillé, faisant des morts, dont un médecin. Et on finit comme chaque jour avec la une de Notre Voix, toujours le même sujet. Vous allez le voir, Abidjan, Bouaké, Korogo, Daloa, coup de feu et de sang, 3 morts et plusieurs blessés. Je reviendrai pour une revue de presse complète, principalement consacrée aux événements de ce week-end, bien évidemment. Donc à tout à l'heure, juste avant le JT. Merci beaucoup Fatim Djidji. On reviendra bien sûr avec beaucoup d'intérêt par rapport à toutes ces informations qui, vous l'imaginez, donc intéressent à plus d'un titre tous les Ivoiriens qui nous regardent à travers le pays, aussi à travers le monde. Merci d'être avec nous. On va décompresser un tant soit peu, surtout que c'est le début de semaine avec bien sûr l'activité sportive. Vous avez fait un peu de sport cette semaine? Ce week-end? Pas du tout. Je l'avoue et je pense que le coach Fabrice ne sera pas très content. J'imagine que vous êtes très bien reposé. Oui, super. Allez, donnez-moi la main. Et on va à la gym. C'est parti. Salut à tous, salut Eva, salut Marco, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Moi, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette séance où nous allons travailler nos bras en faisant des mouvements. Pour ce faire, Rosemary est de retour parmi nous. Salut Rosemary. Alors, j'espère que chez vous, vous êtes prêts. Nous, ici, nous sommes prêts. On va attaquer direct avec des rotations au niveau des épaules. Là, 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On poursuit nos échauffements avec des coups de poing en haut, ok, en faisant de petites foulées. Là, comme ça. On donne des coups de poing. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, on force pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, les bras ne descendent pas, ok? Gardez les bras bien haut. Allez, courage. 7, 8, 9, 10, dernier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez, step touch. 1, 2, 3, 4. On va frapper la main ouverte. Là, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À gauche, à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Super. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on revient là, step touch. Allez, on regarde à droite. On va enrouler les bras. Là. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, courage. 2, 3, 4. Allez, Rosemary. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, allez, continuez depuis chez vous, ok? Allez, un peu de courage. Vous pouvez y arriver. Allez, encore un peu. 7, 8, 9, 10, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5. On cherche la vitesse au niveau des bras. Allez, 8, 9. Ok, on revient là. Step touch. En principe, vous devez sentir que là, les bras vous prennent bien. Ok? Allez, on va partir à gauche. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dans le sens inverse. Allez, courage, courage, courage. Allez, Rosemary, j'espère que ça va. Allez, on cherche la vitesse au niveau des bras encore. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on revient là. Allez, on continue toujours. On frappe en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courage. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on relâche les bras. Là. Allez, relâchez, relâchez, relâchez. Voilà, on souffle, on respire. Bravo à vous. J'espère que vous avez senti vos bras bien travaillés. Rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. On aura besoin de pêche. Merci, coach Fabrice. C'est vrai que c'est lundi et quand on a eu un week-end agité, c'est pas évident de se remettre dans le train pour la semaine qui arrive. Mais on va faire l'effort. Il ne s'agit pas de nous, bien évidemment. Hein. Enfin, nous, on est toujours en pleine forme, relativement. Alors, on va se diriger tout droit vers le Kenya où la bataille du poisson fait rage dans le nord. Et oui, les ressources se font rares et les rivalités entre communautés sont de plus en plus aiguës pour le contrôle des ressources halieutiques du nord du pays sur le lac Turkana. On regarde. Armé et prêt à en découdre. Sur la plage du lac Turkana, il règne comme une ambiance d'avant-bataille parmi les pêcheurs. Les rivalités traditionnelles font rage dans cette région sans loi du nord du Kenya, où les ressources sont de plus en plus rares et les poissons convoités.
On ne négocie pas lorsqu'on rencontre les Dessanèches. On tire à vue et ils tirent à vue. C'est la seule langue que nous parlons. Autrefois, une pêche n'était réussie que si les filets débordaient de tilapia, de perches du Nil, de carpes. Aujourd'hui, les pêcheurs sont contents de regagner le rivage en vie. Le coupable, Gib III, le barrage le plus haut d'Afrique, construit à 600 km au nord sur l'Omo, l'affluent éthiopien du lac Turkana. Si vous arrêtez ces crues saisonnières pour contrôler le débit, cela veut dire que le stimulus pour la migration des poissons en amont de la rivière, pour se reproduire avant de revenir, sera perdu. Donc, nous aurions un effondrement au niveau du cycle de reproduction. Les pêcheurs se sentent abandonnés par le gouvernement, qui serait plus intéressé par la possible importation d'électricité que par le sort d'une région historiquement marginalisée. Et la rivalité séculaire entre les Turkana et les Dessanèques, qui habitent de part et d'autre entre le Kenya et l'Éthiopie, est devenue meurtrière. Rien de bon ne sort de ce lac, seulement la mort. Leurs filets de pêche rencontrent les nôtres dans le delta. Ils jettent leurs filets d'un côté alors que nous faisons la même chose de l'autre. Les fortes marées nocturnes poussent les filets qui finissent par s'emmêler dans le lac. Donc récupérer nos filets devient un problème qui conduit à des affrontements. Alarmés par ces dangers, quelques chefs Turkana et Dessanèques ont débuté en mars des pourparlers de paix. Le pire est peut-être à venir, car l'ambition éthiopienne est également agricole. Des projets d'irrigation impliquent le détournement de quantités colossales d'eau. Avec environ 90% de l'afflux d'eau douce du lac qui provient de la rivière Omo, la bataille pourrait être alors perdue pour tout le monde sur les rives du Turkana. Waouh. Le poisson, c'était du côté du Kenya. Ça a certainement donné des envies d'APF. Vous connaissez, vous savez, quand on parle d'APF chez nous en Côte d'Ivoire, c'est Atchiki, poisson fumé. C'est un plat mythique et sincèrement, Eva Mani a commencé à faire son programme. C'est décidé ce matin. Elle va manger. Est-ce qu'on en trouve à cette heure matinale? En général, le matin, c'est le garba, l'APF. C'est plutôt dans la soirée. Dans la soirée. Je vous invite d'ailleurs à déguster un bel APF ce soir. Ah bon, vous m'invitez? Et je le ferai moi-même. Donc, je vais aller d'ici au marché, acheter du poisson, le faire fumer, acheter les condiments, les découper et tout. Vous êtes invité. Comme vous le savez, je ne suis pas un garçon facile, donc l'invitation est refusée. Je refuse cette invitation. Merci en tout cas, j'espère que vous acceptez notre invitation d'être avec nous tout au long de ce rendez-vous. Il est exactement 6h08 partout en Côte d'Ivoire et la météo est assez pluvieuse sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. Réveillez-vous, nous sommes là à la réalisation de cette émission. Bien sûr, nous avons Christelle Akoussa qui elle aussi a passé un très très bon week-end. Elle a fait un peu de bateau et puis il y a l'Atléocadie en haut également qui elle est allée à la pêche. Vous voyez que vraiment tous nos collaborateurs ont des moments de repos vraiment de milliardaires. Voilà, cela nous permet de passer maintenant dans un autre pan de cette émission. C'est un autre reportage, la violence en milieu scolaire. Attention, suivons attentivement. Yopougon, lycée moderne d'Andokwa. C'est ici que le jeudi 13 avril 2017, un élève de la classe de seconde a été agressé à l'arme blanche. Une histoire gravée dans la mémoire de beaucoup de ses camarades. Il était midi lorsqu'on a fini le cours d'histoire géo. Nous sommes sortis, nous avons regardé devant l'infirmerie, on a vu qu'il y avait beaucoup de sang qui était versé. Et on a essayé de se renseigner un peu plus, on a vu que non, on dit qu'il y a un élève de seconde qui a été poignardé. Ils l'ont amené au CHU, on s'est rendu là-bas pour aller le voir. Bon, il se portait bien, mais ils ont bandé son pied. Donc on n'a pas bien pu le voir, quoi. Donc on est revenu à la maison. Lorsqu'après on a appris que non, ils ont coupé son pied. Malheureusement, ce fait n'est pas un cas isolé. La violence en milieu scolaire est de plus en plus préoccupante. Selon l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, près de 2 millions d'élèves sont victimes d'agressions physiques chaque année en Côte d'Ivoire. Et les auteurs sont généralement les élèves eux-mêmes. Il est en 4e 7 et on est parti à une sortie d'études et il a envoyé des armes blanches. Et c'est comme ça, il a pris une tablette d'une fille. Et quand on est venu, on a demandé qui a volé la tablette. Il est sorti par la fenêtre. Agression, vol,
perturbation des cours et parfois même agression sur des éducateurs qui eux aussi sont souvent accusés de harcèlement sexuel. Vous faites souvent les coups de refos. Ils vous demandent souvent de mettre votre nom et puis votre numéro sur une liste, sur une feuille pour leur remettre. Maintenant, arrivé un moment, ils prennent, si tu es en classe qui te voit que tu n'acceptes pas, ils prennent ton numéro sur la liste et puis ils t'appellent. Maintenant, après ça, si ce qu'ils te demandent, tu ne veux pas leur donner, ils peuvent casser ta moyenne juste pour te faire du mal, quoi. Maintenant, après, tu es obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Il y a toujours forcément des brebis galeuses. Et ce sont ces brebis galeuses-là qui font vraiment du tort au corps professoral. Aujourd'hui, pour des moyennes, il y a des harcèlements. C'est vrai que les filles vont harceler pour avoir leurs moyennes. Mais nous, on n'est pas forcément obligés de céder à cela. Encore moins proposer nous-mêmes des actions violentes, sexuellement violentes, je vais dire comme ça, pour pouvoir donner quelques moyennes à qui que ce soit. Des faits alarmants auxquels les acteurs du système tentent d'apporter la solution. Ce sketch joué par les élèves du lycée moderne Pierre Gadier de Yopougon est l'une des voies de sensibilisation choisies par les responsables de cet établissement. Vous l'avez vu vous-même à travers le sketch. Eux-mêmes, ils organisent des coups de sifflet pour ne pas faire les devoirs. Ils organisent des coups de sifflet pour ne pas faire les examens. Ils organisent des coups de sifflet pour perturber la quiétude dans les établissements. Alors, si les choses se passent de cette façon, on ne peut pas avoir une école d'excellence. L'école d'excellence passe par l'éradication complète de la violence en milieu scolaire. Parce que ça détruit nos enfants. Sensibiliser pour lutter contre la violence, mais aussi primer les meilleurs élèves qui se seront distingués par leur bonne attitude. La solution de la célébration de l'excellence et du mérite, c'est important. C'est une façon pour nous de détourner l'attention des élèves vers ce qui est essentiel. La célébration, c'est une façon aussi d'inculquer des valeurs. La violence dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire est une réalité autant que l'engagement des autorités à la combattre. Depuis 2014, des campagnes de protection des élèves contre la violence ont été initiées. Campagnes renforcées par le Code de bonne conduite des enseignants promulgués par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Merci Guillaume Zéry d'attirer notre attention sur ce fait de société dont on ne parle pas toujours. Violence en milieu scolaire. Je voudrais qu'on parle également, Marco, de harcèlement en milieu scolaire. C'est vrai que sous notre pic, on n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive et je pense que dans notre scolarité, on a tous eu ou vu quelqu'un qui était marginalisé et harcelé par les autres parce qu'il était peut-être différent, soit trop maigre ou trop gros, ou parce qu'il ne s'exprime pas comme les autres, ou parce qu'il a une différence, tout simplement, une spécificité. Et toute la classe en fait son souffle-douleur. C'est l'élève qui n'est jamais écouté, dont on se moque beaucoup, qui est très isolé. Et je ne sais pas les statistiques ici, mais ailleurs, en France ou aux États-Unis, ce sont des choses graves qui poussent parfois les enfants à commettre des actes irréparables. Suicide, tout ça. Exactement. Et la dernière fois, il y a eu une vague d'indignation parce qu'un enfant de 8 ans aux États-Unis, un enfant de 8 ans s'est suicidé parce qu'il était harcelé à l'école. À 8 ans, vous imaginez qu'un enfant décide de sauter la vie parce qu'il ne supporte plus ce qu'il subit. Alors franchement, parents, on vous interpelle, sensibilisez vos enfants et dans les écoles également, comme cette action qui a été menée, il faut sensibiliser les enfants à plus de tolérance. Et c'est le lieu aussi, hein, Eva, de dire encore qu'il faut savoir utiliser les réseaux sociaux avec parcimonie et puis surveiller aussi, on ne le dira jamais assez, les fréquentations des enfants, les laisser venir à la maison, les laisser aussi partir, mais en vraiment se documentant sur la journée et surtout les fréquentations des enfants. Il ne faut pas céder aux sirènes des réseaux sociaux, c'est très important. Et comme l'a dit Eva tout à l'heure, on remercie encore une fois Guillaume Zéry de nous interpeller sur cet état de fait. Et puis on n'oublie pas aussi les grossesses en milieu scolaire. Il y a beaucoup de choses à régler de ce côté-là. Dans certaines régions, notamment Bondoukou, ça atteint des proportions alarmantes. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale a à cœur d'éradiquer ce phénomène-là. En tout cas, on fait un coucou à tous les élèves qui seront bientôt, pour ceux qui sont en classe d'examen, donc ils seront bientôt en train de composer. Donc c'est la dernière ligne droite. Il ne faut rien lâcher, bosser, bosser, bosser. Il a installé, lui, c'est un grand bosseur d'ailleurs. Après notre plateau, il sera du côté de Radio Côte d'Ivoire pour la matinale. C'est Serge Dakouri qui est installé. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Plaisir d'être sur la télévision ivoirienne. On se fait un petit jingle avant? Oui, un petit jingle, oui. Ok, on y va.
bosseur Serge Dacoury est installé. Avec lui, respectivement, nous allons parler bien sûr de beaucoup de choses. Entre autres, on aura l'athlétisme, le football, le rugby à 7 et à 15, et le volleyball. Mais nous allons débuter bien sûr ce giron sportif avec du cyclisme. Oui, on va parler de cyclisme avec bien entendu le Tour international du Bénin. Eh bien, la Côte d'Ivoire a été représentée au Bénin avec 5 athlètes, sans Cissé Isiaka, le meilleur de sa génération, partir en France pour stage. Eh bien, la Côte d'Ivoire a été représentée au Tour international du cyclisme du côté du Bénin. Eh bien, il y a quand même nos représentants qui sont bien comportés. La première étape, la Côte d'Ivoire finit 3e grâce au vétéran Conté Bassirou. Et la deuxième étape, la Côte d'Ivoire a fini 2e grâce à Abou Sanogo. Le Tour international du Bénin finit demain. Et d'ici là, pour le moment, bon comportement d'ensemble de nos 5 représentants. On espère que d'ici demain, la fin de la course, on aura quand même une place sur le podium. En tout cas, la Côte d'Ivoire a fini leader récemment au Tour international du Togo avec Cissé Isiaka il y a une semaine. Eh bien, Tour international du Bénin 2 semaines plus tard. Bon comportement d'ensemble. Le tour finit demain et on espère que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur. Mais il faut rappeler qu'après ce tour, il y avait une course de mise à niveau qui était prévue en vue de la préparation des Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Dans la commune d'Atekoubé, à cause de la pluie et des petits remue-ménages, ça a été remis à plus tard. Donc, pas de course ici de mise à niveau, mais un tour international du Bénin où on note quand même un bon comportement d'ensemble de nos athlètes. 7e journée du championnat national de volleyball. Oui, le stade Robert Champoux de Marcory était le théâtre des opérations pour la 7e journée du championnat de Côte d'Ivoire en volleyball. En dames, la SEC Mimosa, samedi sous le coup de 14h30, a pris le meilleur sur Phoenix 3-7-0. En hommes, au même moment, sur le parc Annexe B, eh bien, l'AS Police a battu Relève sur le même score de 3-7-2. Le même jour, vers 17h30, Port-Boué a battu Phoenix 3-7-0. Et dans un match en retard opposant les deux équipes universitaires INJS à l'AUC, eh bien, c'est l'INJS qui a pris le meilleur sur l'AICE 3-7-2. Il faut dire qu'en général, les leaders n'ont pas été freinés. La SEC et donc les Descartes ont été donc à la hauteur de les espérances portées en eux. Voilà. Alors, après le cyclisme, le volleyball, nous allons aller maintenant dans l'univers du rugby. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a le rugby. Il n'y a pas que le football, il y a ce qu'on appelle le sport de la balle ovale. Eh bien, il y a eu des compétitions de rugby en Côte d'Ivoire et disons que les favoris ont été à la hauteur. La SOA, la Société Omnisport de l'armée, a disposé de l'équipe de Divo 9-5. TBO, l'invincible champion de Côte d'Ivoire depuis 7 années d'affilée, a pris le meilleur sur ARC 19-3. Yopougon à ORCK. Eh bien, il y a eu un forfait de ORCK qui n'a pas pu effectuer donc le déplacement. Voilà un peu, en résumé, les compétitions phares de la 7e journée de rugby qui sont disputées du côté du stade Aimé Césaire de Yopougon. Alors, le rugby, petite pause, c'est un sport très apprécié en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'athlètes ici. Oui, effectivement. Je sais qu'on avait à l'époque un athlète, un rugbyman qui avait eu un problème en 85, Max Brito. D'accord. Et on était à la compétition, c'était effectivement, vous avez une belle mémoire, c'était au championnat du monde de 1996 en Afrique du Sud, avec une sélection de Côte d'Ivoire qui était présente à cette Coupe du Monde. Et bien, dans un choc, Max Brito a été donc touché à la colonne vertébrale et depuis, il est devenu handicapé moteur, il est sur une chaise roulante et donc il a même effectué le déplacement ici et je crois qu'à cette époque, les autorités ont quand même participé de manière financière à pouvoir le mettre dans les bonnes conditions. Donc très effectivement, bien. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, a compéti dans cette discipline, mais la Côte d'Ivoire n'est pas au niveau du top. Les tops en Afrique, on les connaît. Ce sont les Sud-Africains, les Springboks, qui sont les meilleurs dans cette discipline. Quel est le niveau de l'équipe nationale actuelle de rugby, notre équipe? Écoutez, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone B. On a une équipe nationale. On a une équipe nationale, mais qui est constituée en majorité de rugbyman qui évoluent en Europe. Il y a des professionnels ivoiriens qui sont dans le championnat, le top 14 français. Thierry Dusautoir, Thierry Dusautoir est d'origine. D'ailleurs, lui, il vient de mettre fin à sa carrière, puisqu'il a 35 ans, il joue à Toulouse, mais il joue avec l'équipe de France. Né à Abidjan, mais il a opté pour la France, Thierry Dusautoir. Passons au football à présent et parlons de la 21e journée. Oui, on va revenir aux compétitions domestiques avec notre championnat national de Côte d'Ivoire Ligue 1 qui était à sa 21e journée ce week-end. Eh bien, l'AS Standard, champion en titre, a disposé du Sporting Club de Gaïwa dans un duel d'équipe de l'intérieur. C'était samedi dernier, 1-0. C'était à 15h30. 2 heures plus tard, l'Africa Sport, dans des habits de lumière, a surpris plus d'un
l'Africa a battu l'équipe du Sewe 3-0. Le lendemain, c'était hier, les Mimosas ont fait match nul, la SEC qui est leader du championnat, 3 buts partout avec la FAD. Et le WAC, l'équipe de Williamsville, a battu le Denguélé 2-0. Au classement, la SEC est toujours leader avec 38 points, mais l'écart se réduit vis-à-vis de l'autre équipe qui s'appelle le WAC qui revient à 35 points. Donc, voilà un peu l'issue du championnat. Pour l'instant, on peut le dire, il y a deux qui sont pratiquement partis pour la deuxième division, notamment l'équipe de la JCAT. On va au pas de course. Non, pas vous parler justement d'issue. Au pas de course, on va donc à l'international. L'international et surtout, on va faire la marche anglaise. Oui, on va. Promenade des Anglais. Oui, on va aller du côté de la première ligue anglaise qui est à son avant-dernière journée et déjà avant-terme. À une journée de la fin, on connaît le champion d'Angleterre. Eh bien, ce sont les Blues de Chelsea avec l'entraîneur italien Antonio Conte. Oui, vendredi dernier, écoutez, la première ligue a livré son verdict puisque Chelsea, en déplacement, a pu battre l'équipe de West Brom 1-0 au but de Michy Batshuayi, le joueur belge qui n'est pas souvent titulaire. Donc, Chelsea est champion d'Angleterre pour la 6e fois de son histoire. Le dauphin Tottenham a battu Manchester United de José Mourinho 2-1. Et le 3e, Liverpool, a complètement éclaboussé l'équipe de West Ham 4-0. Au total, donc, on pourra dire les 3 sont plus ou moins bien partis pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On revient en France pour parler de notre compatriote Séry Jean-Michael. Orange blanc-vert. Séry Jean-Michael, par sa prestation durant 36 journées, a été l'un des meilleurs passeurs et l'un des meilleurs milieux de terrain. Eh bien, il a été désigné prix Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain du championnat de France. Ah, ça mérite des en devançant donc Riyad Bouzebouz. En tout cas, Séry Jean-Michael a été tout feu, tout flamme avec son équipe de Nice, qui est 3e dans le classement du championnat français. Le premier, c'est Monaco, qui a gagné sans trembler 4-0 l'équipe de Lille. Le PSG les a imités à Saint-Etienne 5-0. Donc, au classement, Monaco est à un pas de titre de champion dans ses 37e journées et avant-dernière journée de la Ligue 1 française. En Espagne, le mano à mano continue entre le Real Madrid et le Barça. Le Barça a gagné 4-1. Le Real aussi a gagné 4-1 à une journée de la fin. Mais il faut rappeler que le Real a un match en plus, un match en retard. Donc, en 4 points suffit au Real Madrid pour être champion qui, déjà, le 3 juin prochain, aura une finale de Ligue des Champions à jouer contre la Vecchia Signora, c'est la Juventus de Turin. Et voilà. On va finir assez rapidement avec l'athlétisme. On va parler de nos athlètes nationaux. Bonne nouvelle avec la Ligue de Diamant, avec nos athlètes ivoiriens en athlétisme. Meïté Ben Youssef et Talou Marie-Josée se sont illustrés au meeting de Shanghai. Eh bien, Meïté a été 3e aux 100 mètres dans la compétition d'athlétisme. Et Talou et Marie-Josée 3e également. Aouré a été 5e au féminin. Il faut rappeler que Talou, déjà au meeting de Dubaï, il y a une semaine, avait fini 3e et médaille de bronze. Donc, bon comportement de Talou et de Meïté. Malheureusement pour Muriel Aouré, les choses ne vont pas toujours très bien en ce moment. On espère qu'elle va se remettre, la Muriel, et on lui fait de gros bisous également. Un coucou et félicitations à tous les autres athlètes. Merci Serge Dakouri qui, vous le savez, intervient chaque lundi pour nous donner sa vista et surtout nous donner un peu toutes les pulsions du sport ici comme ailleurs. Maintenant, les informations ici comme ailleurs. Aujourd'hui, vous imaginez, ce sera principalement ici. Revue de presse avec Fatim Djedje qui est déjà installé. On y va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, bienvenue dans cette revue de presse, comme je le disais à l'entame de l'émission, principalement consacrée aux événements de ce week-end. On va démarrer avec un communiqué de l'état-major des armées qui laisse entendre que la situation est sous contrôle dans l'ensemble, c'est-à-dire dans Fraternité Matin. Alors, dans une déclaration le vendredi 12 mai, le chef d'état-major général des armées demandait aux soldats ayant entrepris de perpétrer des actes de défiance à l'autorité et continuant de revendiquer des primes, de mettre fin à leur mouvement sous peine de sanctions disciplinaires. L'état-major se félicite de ce que la majorité des soldats ait entendu son message et que le retour à la normalité se soit amorcé au sein des casernes militaires. Cependant, certains militaires récalcitrants continuent de désobéir en se livrant depuis samedi 13 mai à des actes contraires à l'éthique militaire et par nature à perturber la quiétude des populations. En conséquence, une opération militaire est en cours pour rétablir l'ordre, nous dit le communiqué. Cet événement fait réagir aussi le PDCI, vous allez le voir avec l'Inter.
Une déclaration donc du parti a été transmise aux rédactions et signée de son secrétaire exécutif Maurice Guikawe, qui nous dit que le PDCI apporte son soutien aux institutions républicaines mais demande au gouvernement d'établir le dialogue avec les insurgés afin de régler définitivement ce contentieux. Alors dans un communiqué, le parti de Henri Konan Bédié déplore et condamne l'utilisation de la violence comme mode de revendication et de règlement des conflits sociaux. Toutefois, il exhorte les soldats chargés de la sécurité du pays à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. On poursuit sur le même sujet, cette fois-ci avec Soir Info, qui voit un face-à-face en nous disant que la mutinerie d'une frange des 8400 soldats issus de l'ex-rébellion des forces armées des forces nouvelles est en passe de se transformer en une guerre asymétrique entre le RDR et ses soldats en colère. Depuis samedi, on note une escalade de la violence entre les deux camps, avec à la clé le lynchage d'un soldat mutin, imputé donc à des militants du RHDP réunis à Adjamé pour crier leur ras-le-bol contre les fréquentes mutineries dans l'armée. Alors ce soldat serait entre la vie et la mort après avoir été violemment pris à partie par une foule en colère. En représailles à cet acte, les mutins ont entrepris de rendre coup pour coup. Ils s'attaquent désormais à tout ce qui ressemble de près ou de loin au RDR dans la ville de Bouaké, faisant dans la mi-journée du dimanche au moins 20 blessés. Un des militants nous dit clairement « Nous évitons même de porter des habits à l'effigie du président », ayant peur des représailles. On reste encore sur ce sujet avec l'expression cette fois-ci qui nous dit que si dans les premières heures du mouvement d'humeur, les populations sont restées chez elles par peur de balles perdues ou autres, eh bien elles se sont finalement décidées, excédées par la situation, d'aller dans la rue. Dans plusieurs villes du pays, les populations sont sorties pour dire non aux hommes en armes. De Korogo à Abidjan, passant par Daloa, Mans et Bouaké, les Ivoiriens ont démontré qu'ils en ont assez des coups de feu et qu'ils ne souhaitent plus du tout revivre les horreurs de la crise armée de 2010 et 2011. Allez, on va clore ce chapitre et passer à l'actualité internationale. Comme chaque lundi, je vous propose donc un récapitulatif de la semaine écoulée en images. Là, vous voyez 82 lycéennes de Chibok. C'était le 6 mai dernier, elles ont été libérées par les djihadistes de Boko Haram. Elles faisaient partie d'un groupe de 200 élèves kidnappés. La prochaine image se déroule en Afrique du Sud. Un manifestant, vous allez le voir, utilise un lance-pierre contre la police anti-émeute. La population de ce township situé au sud de Johannesburg réclame depuis plusieurs jours du travail, des logements et des services publics. On parle encore du Venezuela, toujours au sujet des affrontements entre la police et les manifestants. Ces derniers réclament depuis plus d'un mois dans tout le pays le départ du président Nicolás Maduro. On part maintenant en France. C'était le 7 mai. Vous allez reconnaître l'image. Emmanuel Macron vient d'être élu président avec 66,1% des voix. À 39 ans, il devient donc le 8e et le plus jeune président de la 5e République française. Je vous propose maintenant une œuvre d'art, celle de l'artiste britannique Basquiat, qui représente la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur un mur de la ville. L'image qui va nous servir d'insolite maintenant, c'est celle que vous allez voir apparaître et se déroule en Chine. Baguette entre les dents, ces jeunes infirmières s'entraînent à sourire, un exercice auquel doivent également se plier les agents de police, les guides touristiques et le personnel d'aéroport pour une seule raison, eh bien c'est dans le but de paraître chaleureux aux yeux des touristes. Donc peut-être que bientôt aussi on verra les douaniers ivoiriens, les policiers et autres, que sais-je, avec des baguettes entre les dents pour paraître plus chaleureux. Allez, ceux qui n'ont pas besoin de baguettes entre les dents, c'est Eva et Marcelin. Ils ont toujours le sourire aux lèvres. Allez, je vous dis à demain. Merci Fatim, on vous retrouve demain. Vous également, vous êtes très souriante. On y va, Amzad a bien installé. C'est le JT dans quelques minutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go.
Madame, Messieurs, bonjour. Au lever de ce jour, les passages nuageux dans le sud forestier et le littoral laisseront ça et là de faibles pluies. Au nord aussi, l'on enregistrera quelques pluies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 27 pour Abidjan, 23 degrés pour Adiaké, Bandoukou, Boaké et Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans le Go, 24 degrés à Korogo. La température la plus faible de 21 enregistrée dans le Tonki, 22 pour Odiéné, 26 à San Pedro, 24 pour Sassandra, 23 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, le temps sera marqué par du soleil sur la majeure partie du pays. Cette domination n'empêchera pas le développement de nuages, pouvant donner de la pluie dans l'ouest, dans le sud forestier et quelque peu sur le littoral en fin d'après-midi. On y va pour les températures de notre après-midi. 31 degrés pour Abidjan et Adiaké, 33 pour Bandoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 32 degrés pour la région du Go, la maximale de 34 relevée à Korogo, 31 degrés pour la ville de Mans, 33 à Odiéné, 30 pour San Pedro, 31 degrés pour Sassandra, la minimale de 30 relevée à Tabou et 33 pour Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le journal que nous commençons à Korogo où a eu lieu une marche de protestation contre les militaires mécontents. Direction Korogo donc avec Eugène Atoubé. Motivé par les événements de la veille, la marche a eu pour point de départ le siège du RDR. C'est là que des différents quartiers, les marcheurs, dans un engagement commun, se sont retrouvés. Les uns pour exprimer leur ras-le-bol, les autres pour exprimer un ressentiment mêlé de colère. On veut quoi? On ne veut pas de bonheur. À la tête, on n'a qu'à vivre à l'aide. Tout le monde n'a qu'à vivre à l'aide. Mais si tout le temps vous êtes en train de tirer le fusil, c'est quelqu'un qui t'a donné le fusil. On n'a qu'à là, pourquoi on n'a qu'à vivre à l'aide. Surtout la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on veut encore? Demandez à les frères combattants, on aura laissé le président, il va travailler. On aura laissé les parents, ils vont travailler, pouvoir nous donner un peu, car nous on a assis, on ne travaille pas. Le mouvement des soldats de la vie des populations ressemble fort à du chantage et à une prise d'otage des populations. Et c'est ce que Korogo refuse. On en a marre. Si tu vois qu'ils réclament leur argent, parce qu'aujourd'hui, il faut pas y avoir la paix. Parce qu'à la scène est bon, ça coule ça, on le fatigue. Dans cette atmosphère incertaine, une peur bleue plane sur la ville. Et à Korogo, l'on craint que la marche de protestation contre les soldats en colère, freinée par les hommes en treillis, ne soit le point de départ d'un désamour ou d'une rupture des rapports entre militaires et civils. La langue et les dents vivent dans la même bouche. De temps en temps, les dents mordent la langue. Cela ne veut pas dire que les deux ne peuvent plus collaborer. Nous continuons dans le sens dans lequel nous avons entrepris nos démarches, c'est-à-dire œuvrer chaque jour que Dieu fait pour qu'il y ait une entente parfaite entre la population et les FDS. Le comité civilo-militaire est allé apporter compassion aux victimes des heures chaudes de samedi et a offert une enveloppe à leurs parents respectifs. Depuis 15 h ce dimanche, la ville a retrouvé sa chaleur et son tintamarre quotidien, au bonheur des populations. Dans une déclaration le vendredi 12 mai 2017, le chef d'état-major général des armées demandait aux soldats ayant entrepris de perpétrer des actes de défiance à l'autorité et continuant de revendiquer des primes de mettre fin à leur mouvement sous peine de sanctions disciplinaires.
L'état-major se félicite de ce que la majorité des soldats ait entendu son message et que le retour à la normalité se soit amorcé au sein des casernes militaires. Cependant, certains militaires récalcitrants continuent de désobéir en se livrant depuis la journée du samedi 13 mai à des actes contraires à l'éthique militaire et de nature à perturber la quiétude des populations. Usage d'armes à feu contre les populations civiles, excédées par leurs agissements, actes de pillage et raquettes systématiques de transporteurs et d'opérateurs économiques, voix de fait contre certains leaders d'opinion. Ces actes d'une extrême gravité sont contraires à la mission de protection assignée aux forces armées. En conséquence, une opération militaire est en cours pour rétablir l'ordre. Le chef d'état-major général des armées lance à nouveau un appel aux soldats indisciplinés et leur demande de libérer immédiatement les corridors, de retourner en caserne et de déposer les armes. Tous ceux qui continueront de défier les autorités, d'entraver les activités et la quiétude des populations, ainsi que le fonctionnement normal de l'État, subiront les sanctions disciplinaires les plus sévères telles que prévues par le règlement de discipline générale. Fait à Abidjan le dimanche 14 mai 2017, signé des mains du chef d'état-major général des armées. Autre chose, à présent, l'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui est dû à notre mode de vie. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, la Société ivoirienne de cardiologie, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a entrepris une campagne de dépistage gratuit, campagne qui vise à prévenir et réduire les effets de cette maladie. Fidèle Aigné, Franck Quadion. Des gestes simples, poings fermés et bras noués par un tensiomètre, Marguerite, la cinquantaine révolue, comme plusieurs autres venus se faire dépister de l'hypertension artérielle dans cet hypermarché. Vu qu'on mesurait la tension, je me suis assise et effectivement, ça reste toujours limite. C'est encore plus important de venir prendre au moins un état de sa santé, vérifier si nous sommes en bonne santé. 33,4% d'Ivoiriens sont, selon l'Institut de cardiologie d'Abidjan, hypertendus, avec 25% de cas débouchant sur des accidents vasculaires cérébrales. L'hypertension artérielle, un tueur silencieux qui ne prévient pas. La Société de cardiologie entend œuvrer pour réduire le risque, d'où l'organisation de cette campagne de dépistage. On appelle le tueur silencieux parce que la plupart du temps, on ne sent pas des signes. On ne sent pas qu'on a de l'hypertension. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne saura pas qu'il y a de l'hypertension. Et c'est quand vous allez vous retrouver à avoir un AVC, vous êtes déjà paralysé, c'est là qu'on saura qu'en fait, il y a fait 10 ans que vous avez l'hypertension, ça fait un moment que vous avez l'hypertension. Vous ne pouvez pas devenir pays émergent si vous ne maîtrisez pas les maladies cardiovasculaires. Notre vie actuelle, c'est une vie de stress. On ne dort pas assez, on travaille beaucoup. Or, une personne normale doit dormir 8 heures, doit mener une activité en dehors de son travail pendant 8 heures et doit travailler 8 heures. C'est la règle des 3 x 8. Durant tout le mois de mai, avec les unités mobiles de soins du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Société de cardiologie de Côte d'Ivoire va sillonner le pays pour mener des actions en vue de freiner l'hypertension artérielle. Plus de 12 000 femmes constituent la base de données du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Mais elles sont encore nombreuses, diplômées ou non, à ne pas trouver de réponse à leur volonté d'insertion dans le monde de l'emploi. Pour faciliter cette insertion, la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision, superviseur donc de ce compendium, a initié en partenariat avec plusieurs cabinets de recrutement l'objectif de donner plus de visibilité, d'opportunités aux femmes prises en compte par le compendium des compétences féminines. Femmes diplômées ou non, peu présentes dans le monde de l'emploi, une réalité qui préoccupe de plus en plus. Très souvent, nos connaissances restent à l'étape théorique et quand on sort, par exemple, on est livré un peu à nous.
Être en activité et briser certaines habitudes, celles par exemple de la femme reléguée au foyer. Dans les entreprises ou bien dans les organes, dans les ministères, on remarque qu'il y a toujours, on peut dire, moins de femmes que d'hommes. Souvent, la femme même n'a pas confiance en elle-même en se disant, bon, il y a déjà des hommes qui ont, par exemple, fait déposer des candidatures, par exemple. Et donc, la femme a peur de déposer sa candidature. Depuis 2011, le compendium de compétences féminines répertorie les femmes dans divers domaines de compétences, celles qui peuvent avoir un pouvoir de décision, mais aussi celles, diplômées ou non, capables de s'insérer dans le monde de l'emploi. Une base de données de plus de 12 000 femmes a été élaborée. Pour plus de visibilité, une signature de convention avec 3 cabinets de recrutement est initiée, une façon de s'ouvrir au secteur privé. Une nouvelle constitution qui, dans son article 37, dit que l'État œuvre à promouvoir la parité dans le domaine de l'emploi. Alors nous avons convoqué nos partenaires qui sont les maisons de recrutement afin qu'ils puissent non seulement former nos femmes à être compétentes et postuler, nous faire parvenir les offres d'emploi pour que les femmes soient au courant en temps réel. Un partenariat qui a son sens. Il va s'agir d'élargir le champ de compétences des futurs leaders, une façon de se rapprocher de la parité homme-femme dans le champ de l'emploi voulu par les autorités ivoiriennes. Reportage signé Franck Quadio. Les élus locaux, le personnel des collectivités, les agents des ministères techniques sont en ce moment dans la ville de Grand-Bassam. Il s'agit pour ces acteurs des collectivités territoriales, membres du groupe de plaidoyer, de faire le bilan des plans d'action élaborés en 2016 et qui portent sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale, les finances locales, les services essentiels et le rôle des élus locaux dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique. Cette rencontre doit permettre de ressortir les évolutions à apporter dans la gestion du statut de l'élu local et de la fonction publique territoriale. Les précisions de Mamadou Kwasi. Le statut de l'élu local, la gestion des ordures ménagères et des eaux usées, le manque de ressources humaines qualifiées et adaptées, transfert de compétences partielles, le rôle des élus locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique, autant de sujets qui préoccupent les maires, les présidents des régions et les gouverneurs des districts de Côte d'Ivoire. Un groupe de plaidoyer a été mis en place en vue de faire porter ces préoccupations au plus haut niveau. Un an après la mise en place des plans d'action, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est assez importante, c'est que les élus n'ont pas de statut. Au même titre qu'il y a des fonctionnaires de l'État, il doit y avoir des fonctionnaires de collectivités territoriales qui ont donc la garantie de leur statut, qui ont donc la facilité d'une mobilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être agent à Bassam, à la commune de Bassam, demain être affecté à la commune de Bonois, par exemple, avoir des droits et des avantages. Les finances locales occupent une place importante dans les débats. L'Association internationale des maires francophones, AIMF, décide d'accompagner les fêtières ivoiriennes dans la réalisation de leurs projets de développement. Les villes se développent très vite et donc il est important qu'elles aient les moyens financiers, humains, en termes de compétences techniques, en termes d'autonomisation financière pour répondre aux défis qui se posent du fait de la croissance urbaine. Accès à l'eau potable, l'aménagement urbain, la planification, tout ça sont ces défis qu'on souhaite accompagner. Le transfert des ressources de l'État en Côte d'Ivoire ne représente que 2%. Or, l'UMOA, les normes, c'est 20%. Vous voyez un peu l'écart, moins de 18%. Sans compter aussi la technicité qu'on doit pouvoir nous transférer. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la décentralisation et développement local a rassuré les élus locaux de la prise en compte de leurs préoccupations pour faire de la décentralisation une réalité en Côte d'Ivoire. Moi-même convaincu que la solution réside dans un dialogue renforcé entre toutes les parties prenantes, particulièrement entre l'État et les collectivités territoriales, et qu'une logique contractuelle fondée sur des objectifs communs et des moyens clairement définis est la voie la plus sûre pour obtenir des résultats favorables. Pendant ces 2 jours de travaux, les acteurs du développement local ont élaboré un nouveau plaidoyer qui sera soumis au gouvernement ainsi qu'aux députés. Toute chose qui devrait renforcer et faciliter la tâche des élus locaux dans leur politique d'amélioration des conditions de vie des populations.
Les ministères de la Justice et de l'Intérieur des États membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis la semaine dernière à Banjul en Gambie, ont validé un plan d'action régional pour l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. C'est au terme d'une conférence ministérielle organisée conjointement par la CEDEAO et le HCR. Hervé Blé, de retour de Banjul. Contre cette situation alarmante, les États de la CEDEAO sont mobilisés depuis février 2015, date de l'adoption de la déclaration d'Abidjan sur la lutte contre l'apatridie. Ils se donnent jusqu'en 2024 pour qu'il n'y ait plus dans la région de personnes privées de nationalité et victimes de ce fait de souffrance, d'exclusion et de marginalisation. Le plan d'action de Banjul leur en donne le moyen et un nouvel arsenal juridique plus complet et plus robuste avec des mesures réalistes adaptées aux réalités de la région. Tous les pays membres de la CEDEAO devront dorénavant, à partir du moment où ce plan va être adopté par les chefs de l'État, se reconnaître dans ce plan et mener des actions. Là où on a beaucoup plus de risques de cas d'apatridie, c'est généralement sur les zones frontalières. Et donc vous comprenez qu'il est nécessaire que nous mettions nos efforts ensemble pour pouvoir travailler. La lutte contre l'apatridie en Afrique de l'Ouest connaît donc une avancée majeure avec le plan régional adopté à Banjul à l'initiative de la CEDEAO et du HCR. Il s'articule autour de 3 chantiers: l'identification des apatrides et risques d'apatridie, la prévention et la réduction de l'apatridie et la sensibilisation de la République. C'est décider encore plus d'actions plus robustes qui pourront avoir un effet, celui qu'on recherche dans la région de la CEDEAO, s'assurer que tous les enfants naissent avec une nationalité, que tous les enfants sont enregistrés à la naissance, s'assurer que tous les adultes qui sont sans document d'identité, sans documents prouvant qui ils sont, peuvent se régulariser. Ouverte officiellement par la vice-présidente gambienne Fatoumata Tambadjang, la rencontre de Banjul, une rencontre de l'espoir, comme le dénote ce tableau aux couleurs vives. Les participants à ce rendez-vous expriment ici la détermination de l'Afrique de l'Ouest à poser des actions courageuses pour prévenir voire mettre fin à l'apatridie. L'actualité internationale en bref. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle doit examiner ce lundi 15 mai le recours de l'opposition UDM qui demande que la motion de défiance contre Jacob Zuma soit votée à bulletin secret à l'Assemblée. Les partis d'opposition appellent les Sud-Africains à se mobiliser et à manifester devant la Cour constitutionnelle ce 15 mai. Emmanuel Macron se rend ce lundi 15 mai à Berlin afin de rencontrer la chancelière Angela Merkel. Il suit ainsi la tradition désormais bien établie voulant que le premier déplacement à l'étranger du président de la République soit pour l'Allemagne. Le nouveau président français aura un entretien avec la chancelière allemande avant une conférence de presse commune suivie d'un dîner officiel. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur RTI 1. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Tout va bien, ça peut aller? Ça va bien. Ok, on aura d'autres informations bien sûr, dans le courant de la journée. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, mesdames et messieurs, le 135e jour de l'année et nous célébrons bien sûr les Denises. Une petite pensée pour toutes les Denises. C'est leur fête aujourd'hui. L'une des Denises les plus célèbres de Côte d'Ivoire, Denise Likane, bien sûr, notre collègue, petit à petit. Oui, qui fait petit à petit, qui nous berce dans le monde des enfants. On salue également son réalisateur, Yaya Sanogo. Oui, Eva. Et une grande dame de la communication également, qui était d'ailleurs à Abidjan il n'y a pas longtemps, Denise Epoté-Durand. Effectivement, c'est l'un de vos modèles. Je vois ça sur votre CV. Dans quelques secondes seulement, on aura bien sûr un passage très important, une virgule très active de cette émission les lundis. C'est bien sûr, le titre c'est Instant Vérité avec Gabi Zani. Gabriel Zani, l'ange Gabriel de l'information, qui est avec nous, qui va recevoir dans quelques instants seulement Monsieur Abdoulaye Touré. Il est secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports. Avec lui, elle va parler de choses et d'autres. Et ce que nous aimons dans
La démarche de Gabriel Zani, c'est la vérification des faits. Tout le week-end, toute la semaine avant de recevoir l'invité, il y a vraiment, avec la connivence bien sûr de la rédactrice en chef, toute une méthodologie afin de poser des questions recommandées, réclamées par tous les Ivoiriens. La météo est pluvieuse en ce moment sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. On espère que vous êtes en sécurité chez vous. Ah oui, on l'espère, hein. On l'espère de tout cœur. On espère d'ailleurs que vous suivez Matin Bonheur. Et comme Marco le disait, des informations vous seront données tout au long de la journée. Bien évidemment, restez sur RTI 1. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons donc M. Zizé Stanislas pour parler donc de l'impact des actions des entreprises de notation sur l'économie d'un pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Ce sera dans la thématique à partir de 7 h. Ils sont installés, Marco? Oui, Gabriel Zani et son invité, ils ont commencé déjà. Hein. Mais maintenant, la partie officielle, c'est maintenant. On y va. J'apprécie beaucoup cette complicité qui existe entre Eva et Marco. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec la réhabilitation et la création de nouvelles routes, l'on constate une nette amélioration des conditions de transport en Côte d'Ivoire. Mais ces infrastructures ne résolvent pas certaines questions, notamment celle des tracasseries routières que l'on nomme souvent raquettes, de la circulation des gros camions, des embouteillages et même, mesdames et messieurs, de l'indiscipline au volant. Ces questions sont nombreuses et elles sont toutes liées à la fluidité routière, à la fluidité des transports. Aujourd'hui, dans Instant Vérité, nous recevons pour vous M. Abdoulaye Touré. Il est le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Instant Vérité. Merci. Alors, l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, a été créé en 2001. 16 ans d'existence, c'est cela. Alors, monsieur Touré, dites-nous à quoi répond la création de cet observatoire? Merci beaucoup. L'Observatoire de la fluidité des transports, comme l'indique son décret de création, a pour mission de gérer l'ensemble du système national de transport, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de congestion et d'assurer donc la continuité et la fluidité du système national de transport. L'Observatoire a également pour responsabilité de gérer les points d'embarquement et de débarquement, de lutter effectivement donc contre tout ce qui est tracasserie routière, barrages routiers illégaux, etc. etc. D'accord, oui, effectivement. Vous luttez contre tout ce qui est barrage routier, tracasserie routière. Alors, donc, qui dit fluidité, dit donc dit donc absence d'entrave, voilà, d'obstacles sur les routes. Or, les barrages anarchiques, comme vous le dites, sont des freins à cette libre circulation des biens et des personnes. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées pour réduire ces barrages sur le territoire ivoirien? Sur la base de la circulaire interministérielle d'avril 2012, limitant le nombre de barrages à 33. Depuis cette période, donc, l'Observatoire de la fluidité des transports s'est attelé à faire en sorte que cette disposition ministérielle soit respectée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons affirmer que même de 33, nous sommes revenus à 29 avec la suppression du barrage de Gesco et le barrage sur la route d'Aboisseau. Alors, donc c'est un travail vraiment... C'est un travail qui continue et nous faisons des missions périodiques en collaboration avec tous les grands commandements, les 5 grands commandements, à savoir les forces armées de Côte d'Ivoire, la police nationale de Côte d'Ivoire, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, etc. etc. Donc, voilà. Donc, dans un rapport que vous avez fait récemment, il y avait 392 barrages. Et aujourd'hui, par rapport au Conseil des ministres, le communiqué qui est sorti de ce conseil-là, il ressort qu'aujourd'hui, vous êtes passé à 33 barrages et même à 29, n'est-ce pas? C'est vraiment une prouesse. Je sais que vous avez fait sûrement un travail de fond pour arriver à ce résultat. C'est bien beau. Mais que faites-vous des coupeurs de route? Oui, les coupeurs de route, d'abord, cela ne relève pas directement du ministère des Transports, mais il est bon de savoir qu'il y a l'opération Renard. Cela me donne l'occasion de préciser qu'en termes de contrôle routier, vous avez 3 types de postes. Oui, mais parlez-nous. Le poste de sécurité, le poste d'observation qui s'occupe des coupeurs de route et puis les postes de contrôle routier.
D'accord. Donc, parlez-nous de l'opération Renard, rapidement. L'opération Renard, c'est une opération qui est menée et confiée à la gendarmerie nationale, qui a pour rôle donc d'assurer les missions de sécurité. Mais là, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur nos routes, sur les routes en Côte d'Ivoire. La semaine écoulée, des coupeurs de route ont fait 2 morts sur l'axe Abidjan-Daloa. Malheureusement. Oui, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, surtout sur l'axe Daloa, Abidjan ou encore Soubré, Oumé. Constamment, nous avons, selon nos correspondants de l'AIP, nous avons vraiment des informations qui ne sont pas très réjouissantes sur ce sujet-là. Alors, quelles sont les propositions concrètes que vous avez données aux autorités compétentes pour pouvoir résoudre durablement cette question de coupeurs de route? Les coupeurs de route, c'est vrai que ça se passe sur les routes, mais je vous l'indique, ce n'est pas du ressort du ministère des Transports. C'est le ministère qui sont en charge de la sécurité qui gère ces questions-là. Oui. Et nous attirons leur attention. Chaque fois que nous sommes saisis, nous ne pouvons que répercuter l'information au niveau des autorités qui sont capables. Mais je crois que l'une de vos missions, c'est de faire des propositions dans ce sens-là, parce que les coupeurs de route aussi empêchent la libre circulation des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. Donc, dire que ce n'est pas de votre ressort, que c'est seulement du ressort du ministère de la Sécurité, je trouve que, bon, quand même... Non, en la matière, nous, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que, effectivement, tout le monde soit informé des types de barrages qui existent et qu'il y ait la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir contacter les autorités en cas de besoin. Nous sommes en train de lancer au niveau de l'Observatoire notre numéro vert qui va permettre aux citoyens de pouvoir contacter les autorités à tout moment. Mais déjà, nous avons depuis le 9 mars dernier un site internet sur lequel les usagers peuvent partir pour rapporter les faits qui sont anormaux. C'est vraiment très difficile. Alors, après ce frein, parlons de l'état des routes. Que faites-vous pour améliorer l'état des routes? Encore une fois, en tant qu'observateur, nous ne pouvons que constater et écrire, et dénoncer. Donc là-dessus, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Non. Monsieur Touré, ici, c'est vrai que vous faites des propositions, vous faites des, je vais dire, des suggestions aux autorités compétentes, mais j'ai envie de vous dire que l'OFT se tourne les pouces finalement. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est cela, parce que puisque pour chaque problème, ce n'est pas l'OFT. Mais puisque nous sommes un observatoire. Ce n'est pas à l'OFT de le résoudre. Nous sommes un observatoire. Non, mais un observatoire, mais c'est vrai que vous observez, si je peux m'exprimer comme ça. Nous sommes un observatoire. Oui, mais en même temps aussi, vous renvoyez toutes les questions à d'autres structures. Comment cela se fait-il? Mais bien sûr, puisque c'est le rôle de l'observatoire. Mais est-ce que cette façon de fonctionner peut, cette façon de travailler peut vraiment vous aider à travailler efficacement? Mais bien sûr. Vous semblez écartelé entre plusieurs structures. Non, pas du tout. Au niveau des infrastructures, au jour d'aujourd'hui, vous avez plusieurs projets qui sont lancés au niveau d'Abidjan, que ce soit le projet de modernisation du secteur des transports, que ce soit le projet de transport urbain au niveau de la Banque africaine de développement, que ce soit le projet d'appui à la compétitivité. Non, je vous réponds. Vous voyez ici... Les projets répondent à des soucis. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Oui, attendez. Vous allez parler. Vous allez vous exprimer tout à l'heure. Seulement, l'énumération des projets, des mesures, il faut savoir ce qu'il y a dans ces projets. Oui, mais en même temps, ces projets de façon pratique, qu'est-ce que vous faites? C'est là la question. À partir du moment où nous avons saisi l'autorité et qu'il y a des projets intégrés qui sont proposés, madame, mais nous avons joué notre rôle. Alors? Ah oui, si vous connaissez le contenu de chacun de ces projets, vous verrez qu'en matière d'infrastructure, il y a des investissements colossaux qui sont en train de se faire. Donc nous, ce qui nous revient finalement au niveau de l'Observatoire, c'est de faire en sorte d'accompagner ces projets-là, de sensibiliser et de faciliter l'appropriation des populations par rapport à ces projets-là. Bien. Alors, l'une de vos missions est de gérer les congestions, comme vous venez de le dire, dans le système national de transport. C'est ça. Parlons de la congestion précisément dans les embouteillages à Abidjan. À votre avis, qu'est-ce qui provoque les embouteillages à Abidjan? Très belle question. La première cause, c'est des problèmes d'infrastructure. Dépassement des capacités de certaines intersections. Deuxième cause, vous avez l'indiscipline au volant, le manque de courtoisie. Vous avez ensuite l'occupation anarchique des trottoirs et la création par les habitants des cités fermées, improvisées, qui bloquent, obstruent les voies secondaires. Alors, parlons de l'indiscipline au volant.
L'indiscipline au volant... Qui sont les vrais auteurs de cette indiscipline? Tout le monde y passe, madame. Tout le monde? En majorité, vous allez pointer du doigt les conducteurs de Baraka, les conducteurs de Woro-Woro, mais en réalité aussi souvent, vous voyez des grosses cylindrées qui conduisent sur la chaussée. Non, écoutez, donc en majorité, il s'agit ici de régler le problème des Baka et des conducteurs de Woro-Woro. Et en la matière, je peux vous dire que nous avons fait des efforts. C'est grâce à notre appui que, par exemple, la gare qui est en train de se créer au carrefour de la Palmeraie, avant, ils étaient sur la chaussée. Après notre campagne et notre passage, on est tombé d'accord, ils sont partis un peu à côté. Combien de campagnes de sensibilisation nous faisons des campagnes de sensibilisation toutes les semaines. Toutes les semaines et tous les quartiers. Combien? Donnez-nous un chiffre. L'année passée, nous avons fait 26 campagnes de sensibilisation. Mais malgré cela, il y a des zones à Abidjan qui sont des zones interdites d'accès. Adjamé-Laga, Adjamé-Roxy, Liberté, le Pougon-Sipores. Comment cela se fait-il? Bien sûr, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez la chaussée, la voie qui est là, qui est tracée, et vous avez des commerçants, des artisans qui viennent s'installer sur la chaussée, sur le trottoir. Cela pousse les piétons sur la chaussée. Donc vous avez un conflit perpétuel entre les différents usagers de la voie publique. Oui, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir dégager. Mais la nature ayant horreur du vide, nous pouvons dégager, nous pouvons déguerpir. Mais quand vous déguerpissez, que vous ne mettez rien. Ah, mais ça vous de faire des propositions. Mais les propositions, à ce niveau-là, sont limitées puisque la chaussée, justement, est prévue pour le passage piéton. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que les chaussées sont trop étroites, c'est parce que les commerçants ou encore les vendeurs obstruent la chaussée, ils occupent la chaussée. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a rien que vous ne pouvez pas déguerpir les gens. Il ne faut pas dire ça. On déguerpit, mais qu'est-ce qu'on met à la place, madame? Non, mais c'est à vous de penser à cela. Parce que ça dure. Abidjan est obstrué. On ne peut pas circuler, c'est difficile, vous-même vous le constatez. Mais bien sûr, chacun doit jouer sa partition. L'État a fait sa part, nous faisons notre part. Mais maintenant, quand vous savez... La part de l'État, l'État en son temps répondra de cette question. Vous conduisez, voilà, oui. Vous conduisez. Très souvent, il vous arrive de savoir que vous ne pouvez même pas traverser l'intersection et vous vous engagez quand même, madame. Non, mais monsieur, c'est à vous de travailler pour que les Ivoiriens puissent, pour que les Abidjanais, les Ivoiriens à l'intérieur du pays puissent circuler normalement. À partir du moment, je vous le dis, à partir du moment, le problème numéro un, c'est des problèmes d'infrastructure. Cela est en train d'être réglé. Nous nous concentrons essentiellement sur les campagnes de sensibilisation. Bien. Vos campagnes de sensibilisation, quand vous prenez un automobiliste en flagrant délit de mauvaise conduite, que faites-vous concrètement? Nous ne sommes pas une autorité de répression. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes vos actions sont répercutées sur une autre structure. Nous décelons les comportements, nous voyons les habitudes, nous les reportons. Il faut savoir que nous travaillons en étroite collaboration avec la police, l'unité de régulation de la circulation, l'unité de lutte contre le racket, etc., etc. Donc, quand il y a des comportements qui reviennent, qui sont récurrents, nous avons des séances de travail avec ces autorités-là. Et nous, ensemble, on rencontre les syndicats des structures telles que les BACA et autres pour pouvoir passer un certain nombre de messages. Nous avons des films que nous présentons pour montrer l'impact de leur comportement. Mais à l'évidence, au constat, ces choses-là, ces campagnes de sensibilisation ne portent pas. Parce que si vous sortez tout de suite de la RTI, vous prenez le Latrille, vous verrez que déjà les routes sont c'est un problème impraticables. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien, donc cela ne relève pas de votre compétence. C'est cela? C'est cela? Qu'est-ce qui ne relève pas de notre compétence? Non, mais je veux dire, permettre la circulation de façon fluide à Abidjan. C'est ce que nous faisons. Mais alors, c'est ce que je vous pose comme question. Je vous demande, tout à l'heure, si vous sortez de la RTI, vous verrez qu'au niveau du carrefour de la vie, il y a déjà une obstruction. Qu'est-ce que vous faites? C'est cela. Mais l'obstruction au niveau du carrefour de la vie, il faut d'abord créer des gares à ce niveau-là. Bon, on attend vos propositions, Monsieur Touré, on attend vraiment vos propositions, oui. Nous avons fait déjà le tour du district d'Abidjan. Nous avons répertorié 23 sites qui vont être aménagés pour faire des gares de stationnement, des gares de transit pour enlever les bacas sur les chaussées. Vos propositions sont encore trop théoriques, à mon avis. Alors, le champ de l'OFT, très pratique. Oui. Ah non, moi je trouve que c'est très théorique. Alors, le champ de l'OFT est très vaste. Vous êtes sur terre, sur l'eau, sur les rails, dans les airs. Ça fait beaucoup pour l'observatoire. Non, pas du tout. Comment
Comment vous faites? De quels moyens disposez-vous pour travailler, pour faire la coordination avec tous ces secteurs? Comment vous faites? Oui, mais nous avons, c'est l'organisation du département qui le permet, de voir que nous avons des missions ponctuelles pour certains secteurs d'activité, mais le routier retient à 80% notre attention, parce que tout commence et tout se termine par la route. D'accord. Alors, tout commence et tout se termine par la route. Monsieur Abdoulaye Touré, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. On espère que les téléspectateurs ont compris le rôle immense, le très grand rôle de l'OFT, de l'Observatoire de la fluidité des transports. Et Monsieur Touré, on retient aussi que c'est beaucoup pour vous. Beaucoup de choses à faire pour assurer la fluidité des transports. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain, et bien évidemment dans Matin Bonheur et toujours dans Instant Vérité. Et oui, fin de la rubrique Instant Vérité, mais l'émission continue bien sûr. Matin Bonheur avec vous jusqu'à 7h30. Il est 7h passées de 4 minutes. Nous allons passer à la thématique que vous retrouverez d'ailleurs à partir de 14h30 sur RTI 1 en rediffusion. Je vous l'ai dit, et Marco également à l'entame de cette émission, nous allons prendre un grand plaisir à recevoir monsieur Stanislas Zézé qui nous parlera donc de l'impact des agences de notation sur l'économie d'un pays. On regarde cet élément qui va permettre à notre invité de s'installer et à vous de mieux comprendre la thématique du jour. Et on se retrouve juste après. Partir de rien pour devenir quelqu'un. La plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques et les ambassadrices pour la paix organise la 3e édition de la Nuit des femmes entreprenantes et dynamiques. Célébration des femmes de courage, de persévérance, de leadership et de mérite. Ce vendredi 19 mai 2017 à partir de 19h au Palais des Congrès de Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan. Au programme, consécration, célébration, réseautage. Annonceur, associez votre image à cet événement. Infoline 22 41 35 94 41 74 15 40. Une agence de notation, selon moi, c'est une agence qui fait des estimations de l'évolution de la population, l'estimation des chiffres économiques. On peut dire presque tout ce qui concerne l'humanité en question d'évolution. Une agence de notation, c'est une agence qui est chargée de relever les notes économiques du pays. Une agence de notation financière est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale. Très peu connues du grand public, les agences de notation ont pour but de donner des informations quant à la solvabilité et à la santé financière d'une de ces entités citées plus haut. Elles sont donc très importantes pour les investisseurs parce qu'elles leur permettent de connaître le risque de tel ou tel investissement. En ce qui concerne le système de notation, il faut dire qu'il dépend d'une agence à une autre. Mais il revient très souvent dans le calcul de notes deux plus grandes agences au monde à titre de référence les notes suivantes. La note AAA ou AAA pour indiquer un risque nul. La note AA pour indiquer un emprunt fiable. La note CAA ou CCC pour indiquer un risque important. La note CA ou CC pour faire allusion à une situation de faillite très proche. Et enfin, la note C ou D pour indiquer la situation de faillite de l'emprunteur. Ces notes qui peuvent évoluer ou baisser au fil du temps ont un impact significatif sur les financements bancaires ou sur les émissions d'obligations ou titres. Pour beaucoup, l'action des agences de notation est diversement interprétée au regard de la situation de paupérisation des populations, quelle que soit la note attribuée. Au niveau des chiffres, ça dépend. Ça dépend. On peut donner des chiffres pour dire que le niveau de l'économie a augmenté, est en hausse. Mais au niveau de la population, souvent on ne voit pas ça. La vie est chère, on ne voit pas. Donc on ne ressent pas ça. Donc en ce moment, on ne peut pas dire que c'est vrai. Ces chiffres, souvent, ils disent pour se donner un peu de qualité. Parce qu'il y a plusieurs domaines, quand on nous parle, on prend simplement même le cas du commerce. On nous dit, bon, on a traité sur la réduction du coût de la consommation. On nous donne des chiffres, des pourcentages, mais ça n'existe même pas. Parce que nous qui sommes consommateurs,
C'est-à-dire qu'on regarde ces chiffres et puis on fait un peu de comparatif, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça n'existe pas. Il y a plusieurs domaines comme ça où on nous donne des chiffres emboriques. Ces chiffres ont une incidence plus ou moins conséquente, puisque aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. La mondialisation avec ses apports, l'électronique, la numérique, etc. Ces actions-là ont un apport considérable sur la population. En Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale de 2010, l'action des agences de notation a été très significative dans la relance de son économie, ce qui traduisit à chaque étape le niveau de performance de l'économie comparé aux pays voisins. Autant d'éléments qui pourront permettre à la Côte d'Ivoire de mieux suivre ses indicateurs de performance et réussir son entrée dans l'émergence avec une meilleure répartition des richesses. Voilà, retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ces matinales. Et vous le savez, tous les lundis, nous parlons économie. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau un Ivoirien assez dynamique qui s'appelle tout simplement M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Avec lui, nous allons discuter, parler donc d'agences de notation. Alors, la première question, on a l'habitude, lorsqu'on parle d'agences de notation, de se référer aux Big Three. Vous les connaissez, Moody's et il y a Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings. Alors, quelle est la spécificité d'une agence de notation locale comme la vôtre? Nous sommes une agence de notation panafricaine, juste pour information. La spécificité, c'est que nous nous notons en monnaie locale. Contrairement aux agences internationales qui notent en devises étrangères, évidemment, qui fait une différence extraordinaire. Je pense qu'on pourra en parler, mais c'est la différence essentielle. Sinon, nous avons généralement les mêmes méthodologies. L'approche peut être différente parce que nous maîtrisons mieux notre environnement et que nous ne sommes pas dans un environnement sophistiqué. Il y a certaines spécificités qui doivent être prises en considération. L'élément a essayé de nous expliquer un tant soit peu les choses, mais j'aimerais les entendre dans un, on va dire, beaucoup plus simplifié pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information-là, définir l'agence de notation financière. D'accord, si en français facile. En français facile, brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire? Une agence de notation financière, c'est une entité qui va déterminer la capacité d'une entité notée. Ça peut être un pays, ça peut être une collectivité locale, une structure commerciale ou industrielle, déterminer sa capacité à rembourser. C'est très simple. On vous prête, est-ce que vous êtes capable de rembourser? Et est-ce que vous êtes capable aussi d'absorber? C'est-à-dire que vous demandez, vous empruntez pour un projet précis, pour quelque chose de... quand vous empruntez, vous déterminez l'objet de l'emprunt. On se demande, est-ce que vous êtes capable d'absorber ça? Et si vous êtes capable d'absorber, est-ce que vous êtes capable d'utiliser de sorte à vous permettre de créer de la richesse pour rembourser? À court terme, c'est-à-dire à moins d'un an, à moyen ou à long terme, au-delà d'un an. Voilà la définition de ce que c'est que le rôle d'une agence de notation financière. Alors, qu'est-ce qui devrait nous amener à prendre au sérieux et à respecter tout ce qui se fait? Vous avez parlé d'un détail très important, l'environnement. Vous, par exemple, vous êtes plus à même de noter un pays parce que vous êtes au niveau... il y a la proximité. Absolument. Il y a la proximité, déjà, c'est un gage. Mais est-ce que la question... Quel est l'actif le plus précieux d'une agence de notation quand elle est au niveau panafricain, au niveau local? C'est la crédibilité. Que ce soit à l'international ou au niveau panafricain, l'actif le plus important d'une agence de notation financière, c'est sa crédibilité. Et cette crédibilité, elle acquiert par le marché. C'est le marché qui va déterminer si vous êtes crédible. Ce n'est pas un agrément. Vous avez l'agrément parce que vous êtes déjà crédible. Vous n'avez pas, c'est pas l'agrément qui vous rend crédible. Donc c'est le marché qui vous fait confiance. Les gens vous confient des missions de notation financière. Évidemment, on verra comment, on verra les résultats de vos missions de notation financière et l'impact que ça aura justement sur les entités notées et le comportement que ces entités-là auront sur le marché. Si vous dites qu'une entité est 3A, mais sur le marché elle se comporte en C, naturellement vous perdez votre crédibilité à un moment donné. Donc, pas de complaisance, beaucoup de rigueur. Et vous parlez de crédibilité, c'est justement ce que les entreprises que vous êtes amenées à noter doivent démontrer qu'elles sont crédibles financièrement. Sur quels critères, on dira, on s'appuie pour noter sur plusieurs critères qualitatifs et quantitatifs. Quantitatif, on va regarder les états financiers de cette structure et voir quelle est sa solidité financière, un certain nombre de ratios que nous regardons. Et sur le plan qualitatif, nous allons regarder la qualité du management, la stratégie
de la société, la capacité du management à comprendre tous de la même façon ces stratégies-là. On va regarder la gouvernance de la structure, comment elle est structurée. Est-ce que les décisions sont prises par une seule personne, par plusieurs personnes? C'est un niveau de contrôle. Nous allons regarder si ces entités-là sont auditées, donc regarder le rapport des auditeurs. Un certain nombre d'une panoplie d'informations que nous regardons qui nous permet à la fin de la journée de sortir une note sur une échelle précise. Et chaque note va correspondre à une qualité de crédit. Donc la qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté à faire face à ces obligations financières. Est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce qu'il faut faire confiance aux données, aux informations fournies par les États ou les entreprises? Est-ce qu'il faut leur donner un blanc-seing? Non, vous savez, nous faisons aussi ce qu'on appelle la contre-intelligence. Naturellement, nous ne prenons pas tout ce qu'on nous donne pour argent comptant. Nous avons acquis, avec l'expérience et l'expertise, naturellement, nous faisons une contre-expertise et nous faisons aussi des entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est que les entretiens sont une étape, les entretiens est une étape extraordinaire pour justement confronter ceux qui nous donnent les informations vis-à-vis de la véracité des informations. Nous avons des techniques pour poser des questions. Nous allons vous poser la même question 10 fois. Évidemment, si vous répondez 10 fois différemment, on se rendra bien compte qu'on n'a pas les informations fiables. Donc, ça fait 10 ans que nous existons. Nous avons aucune des sociétés que nous avons notées en note d'investissement, parce que vous avez une catégorie d'investissement et une catégorie spéculative. Catégorie d'investissement, ça veut dire risque modéré à risque extrêmement faible. Catégorie spéculative, risque assez élevé à défaut avéré. Donc, dans la catégorie supérieure, qui est la catégorie où généralement les investisseurs aiment bien que les entités soient, depuis 10 ans que nous notons, aucune des structures que nous avons notées n'a fait défaut. Donc ça veut dire que nous avons cette capacité-là à justement évaluer de façon très claire la qualité des crédits des entités. Justement, qui demande et commande donc ces missions de notation? Pour une entreprise, ce sera quoi? Une banque? Pour un pays, ce sera un fonds d'investissement international? Qui sont ces personnes qui commanditent? Vous avez 3 types de notation financière. Nous en pratiquons 2, mais il y en a 3. La notation non sollicitée, où l'agence peut prendre des informations publiques et sortir une note, mais qui n'engage qu'elle seule, parce que l'entité n'a pas participé. Nous avons la note obligatoire, la notation obligatoire, où dans un processus de réglementation, vous êtes obligé de vous faire noter, comme ici dans l'UEMOA, pour lever des fonds, des obligations, vous êtes obligé d'être noté. Et vous avez la notation sollicitée, où l'entité elle-même décide de se faire noter. Nous faisons les 2 dernières, sollicitées et obligatoires, parce qu'évidemment, nous sommes dans un environnement où il n'y a pas d'informations, beaucoup d'informations publiques disponibles, ou quand elles sont disponibles, pas forcément fiables ou pas forcément à jour. Donc évidemment, cette notation peut être adressée aux investisseurs, essentiellement aux investisseurs. Donc ceux qui se font noter pour établir la qualité des crédits, donc leur permettra d'avoir aussi, parce que c'est un avantage pour ces entités qui se font noter, leur permet d'avoir un outil de négociation. Parce que vous avez sur notre marché, vous avez certainement remarqué que les taux d'intérêt des fois sont établis de façon anarchique, je dirais, dans la mesure où ça ne correspond à rien du tout. On vous dit, on vous propose 15%, vous demandez même au banquier, ces 15% correspondent à quoi? Il n'est pas capable de vous répondre. La qualité des crédits va déterminer, si vous voulez, le taux d'intérêt auquel vous devez emprunter. Donc votre qualité de crédit détermine les conditions d'emprunt. C'est ce que nous sommes en train d'établir sur ce marché en essayant d'établir une courbe des taux. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour ça, mais c'est comme ça que ça devrait être normalement. Personnellement, je suis très à l'aise de discuter donc de notation, d'agence internationale de finances avec un Ivoirien, avec un Africain, parce que la coopération Sud-Sud vraiment est la même de nous pousser vers le développement, d'autant plus qu'on maîtrise la proximité, c'est-à-dire l'environnement. Et justement, pour rester donc dans cette spirale de proximité de notre environnement, on a la notation de la ville de Dakar, c'est un de vos faits d'armes. Alors, qu'est-ce que ça a changé? La notation de la ville de Dakar. Écoutez, ça a changé énormément en termes de visibilité pour les investisseurs sur la ville de Dakar. De voir la capacité de Dakar à absorber, ne serait-ce même que des projets, absorber de grosses sommes. Parce qu'à la suite de ça, Dakar a été un peu, si vous voulez, inondé d'investissements, de fonds
parce que la notation financière, justement, va démontrer votre capacité à gérer la ville, parce que bon, là, on parle d'une ville, capacité à gérer la ville, la gouvernance de la ville. Donc, Dakar a eu 3B+. 3B+, ça veut dire risque modéré, mais dans la catégorie supérieure des risques modérés. Donc, évidemment, même si à la fin de la journée, ce qu'on regarde, c'est la capacité de rembourser, mais c'est tous les paramètres qui vous permettent justement d'avoir cette capacité-là, qui sont détaillés dans le rapport. Donc évidemment, la stabilité politique, la relation entre l'entité notée, parce que c'est une entité publique, et le gouvernement. En l'occurrence, dans le cas de la décentralisation, quelle est la relation entre la ville et l'État? Est-ce que la ville, si elle a un opposant qui émet, a la capacité de vraiment travailler avec l'État qui est d'un autre parti politique? Nous regardons tous ces paramètres-là. Et pour Dakar, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Hein. Dakar devait émettre une obligation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais tout le monde entier en parlait et ce serait une première, ça aurait été une première pour lui et moi. Parce que je suis allé à Londres, je suis allé à New York, je suis allé à Paris. Tout le monde attendait l'émission obligataire. Et c'est marrant parce que avant même que Dakar ne commence ce qu'on appelle le roadshow pour faire la promotion de son obligation, elle était en intention souscrite déjà au niveau de Dakar à 80%, sans compter les autres villes du Sénégal et sans compter les autres pays de l'UEMOA, parce que c'est une obligation régionale. Est-ce que la Côte d'Ivoire ou Abidjan a déjà été notée? Si oui, dans quelle catégorie est-ce qu'on se situe? Abidjan est noté, la ville d'Abidjan est notée, le district d'Abidjan est noté, le plateau est noté, le district d'Abidjan est noté à 3B-, donc risque modéré, mais dans le bas de l'échelle de l'X modéré. Parce que risque modéré, vous avez 3 crans, 3B-, 3B et 3B+. Donc Dakar est 3B+, et Abidjan est 3B-. Alors, pour le moment, aucun État de la zone, UEMOA, se fait noter par une agence locale. Si, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. À part la Côte d'Ivoire. À part la Côte d'Ivoire, il y a certains pays qui sont en train de penser à le faire. Ouais. Parce qu'ils ont quoi, un manque de confiance de la part des autres pays? Non, je ne pense pas. Vous savez, comme je dis, nous avons une culture qui, généralement, n'encourage pas nécessairement la transparence. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, culturellement, on aime cacher même ce qu'on n'a pas, on ne devrait pas cacher. Hein. Même quand on n'a rien à cacher, on cache quand même. Parce pas réflexe. Pas réflexe. On a du mal à accepter que des gens viennent regarder dans nos affaires et puis nous dire ce qu'on vaut. Mais cette mentalité est en train de changer. Nous avons fait un vrai travail de pédagogie qui fait qu'aujourd'hui, les États volontairement... La Côte d'Ivoire s'est fait noter volontairement par Bloomfield. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Nous sommes à la 2e notation. Non seulement elle s'est fait noter, mais elle a publié. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de transparence chez les pays africains. Il y a en ce moment 5 pays qui sont en train de penser à se faire noter, avec qui nous sommes en train de discuter. Vous avez parlé de transparence, il faut également de l'objectivité, de l'indépendance, en tout cas pour les cabinets, pour les agences de notation financière, l'information, parce qu'une fois que l'étude est menée, la mission accomplie, il faut bien évidemment publier, donc que tout le monde soit au courant. Et puis, on en parlait en début d'émission, la crédibilité. Ouais. Elle reste un pilier essentiel pour les agences. Je sais qu'on se pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on peut être indépendant si c'est celui qu'on note qui paye. Absolument. Écoutez, vous savez, c'est pareil que le commissaire aux comptes. Hein. Le commissaire aux comptes, ce n'est pas parce que vous l'avez payé qui dira que vous respectez les règles de reporting. On ne vend pas des notes, mais on vend un service, c'est différent. On vend un service qui est payé, mais on ne vend pas des notes. Vous savez, c'est difficile de tricher en notation financière. Vous ne pouvez pas tricher. Ça se saura tout de suite. Si je dis que la Côte d'Ivoire est 3A, sur papier, c'est facile de justifier. Mais si en réalité la Côte d'Ivoire est C, mais sur le marché financier, sur le marché des capitaux, elle ne pourra pas se comporter en 3A parce qu'elle n'est pas 3A en réalité. Sur le papier, on a dit qu'elle est 3A, mais en réalité, elle n'est pas. Donc, elle ne pourra pas se comporter en 3A. Et quand elle fera défaut, on va commencer à se poser des questions sur la méthodologie de l'agence sur la notée, la crédibilité de l'agence. Donc, c'est difficile de tricher. Comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que nous existons. Aucune des entités que nous avons notées en notes d'investissement n'a fait défaut. Ça montre bien que nos notes reflètent la vraie qualité intrinsèque des entités notées.
On dit souvent, et vous avez relevé, hein, que généralement on est très hermétique, on cache parfois les informations, mais dans les pays anglophones, il y a plus d'ouverture. C'est pour ça qu'il y a une certaine imagerie populaire qui dit que les agences de notation préfèrent les pays anglo-saxons. Vous avez certainement entendu parler. Non, si, mais vous savez, comme je vous dis, hein, c'est culturel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le sens de la responsabilité. Ce qu'on dit, comment on appelle en anglais, accountability. C'est-à-dire que celui qui gère une entreprise, c'est qu'il doit rendre des comptes. Okay? Cette notion de rendre des comptes est l'essence même de la transparence. Quand vous vous dites que vous avez des comptes à rendre, évidemment, vous êtes transparent. Mais quand vous estimez que vous n'avez pas de compte à rendre et qu'on doit plutôt vous rendre des comptes, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'adhérer à la transparence. C'est la raison pour laquelle les anglophones ont justement cette, si vous voulez, cette propension à embrasser la transparence. Mais par contre, je pense que l'exemple ici en Côte d'Ivoire est extraordinaire parce que je vois aujourd'hui, nous avons des sociétés qui viennent volontairement à nous se faire noter, ce qui est extraordinaire. Hein. Quand on a commencé, évidemment, personne ne voulait nous recevoir. Mais aujourd'hui... Surtout que vous êtes africain. Oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est ce que je dis toujours. Hein. Pour moi, je ne me suis jamais plaint, en réalité, de pourquoi les gens étaient sceptiques. Je dis, ne me faites pas confiance parce que je suis africain, faites-moi confiance parce que je suis compétent. Donc, si c'est ça la devise, ben, il va falloir le prouver. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que les gens sont sceptiques. Non, démontrez que vous êtes capable de le faire. Sur le terrain. Et à ce moment-là, quand vous avez commencé à avoir cette notoriété et qu'il y a des gens qui sont encore sceptiques, à ce moment-là, vous penserez qu'ils ont des problèmes. Mais au départ, il est important de faire ses preuves. Nous avons fait nos preuves. Et comme je vous dis aujourd'hui, les gens viennent volontairement se faire noter pour établir leur qualité de crédit, même s'ils ne vont pas sur le marché tout de suite. Il se dit, on établit ce qu'on appelle un track record. Hein, on établit notre qualité de crédit sur une certaine période. Et quand on ira sur le marché des capitaux, les gens regarderont qu'on s'est fait noter depuis 3 ans. Donc on a des notes qui sont consistantes, qui sont suivies. Et à ce moment-là, ça nous donne beaucoup plus de crédibilité. Et les obligations que nous mettons ont beaucoup plus de valeur. Voilà. C'est vrai, je rebondis sur ce que Marco disait. On n'aime pas en général qu'on fouille dans nos affaires, surtout dans notre argent, ce qui est fait de l'argent de la société, etc. En Afrique, il y a 4 agences donc, de notation financière. Oui. Comment la concurrence, on dira, se comporte? Et puis, est-ce qu'il peut arriver que 2 agences auditent, on dira, aillent en mission sur la même entité et se retrouvent avec des résultats différents? Déjà, en termes de concurrence, il y a tellement de choses à faire en Afrique, 4 agences pour toute l'Afrique. Il y a beaucoup à faire. Donc évidemment, chacun un peu dans son périmètre. Nous sommes certainement la seule qui est un peu partout en Afrique. Hein. GCA reste généralement en Afrique du Sud, australe ou dans les pays anglophones. Wara, qui est au Sénégal, reste un peu dans l'UEMOA. Augusto, qui est au Nigeria, reste un peu au Nigeria. Maintenant, on commence à aller dans quelques pays anglophones. Mais nous sommes un peu partout. Donc, nous sommes la seule parfaitement bilingue. Donc évidemment, on peut opérer et en Afrique francophone et en Afrique anglophone. Donc la concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrence. Chacun, il y a du travail pour tout le monde. Voilà. Maintenant, votre deuxième question, c'était... Est-ce que 2 agences? Voilà, 2 agences. Évidemment, il y a 2 agences peuvent noter un même pays, une même entité, et avoir des notes différentes. Mais la différence ne doit pas dépasser un cran. C'est-à-dire, si je dis que la Côte d'Ivoire est à moi, une autre agence, la note, dira soit elle est à moi, soit elle est A, ou elle est 3B+. On ne peut pas dépasser d'un cran, sinon vous n'utilisez pas les mêmes informations. Parce qu'on utilise exactement les mêmes informations, on a la même méthodologie. Maintenant, l'approche peut être différente. C'est la différence d'approche qui va soit donner une perspective qui est différente, ou un cran de plus ou de moins. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Stanislas Zézé. Je rappelle que vous êtes le PDG de Bloomfield Investment Corporation. C'est un grand plaisir, surtout une fierté de discuter avec vous et félicitations pour le travail abattu et bon courage pour la suite. Et nous espérons que vous allez toujours continuer par votre abnégation à porter haut
bien sûr, le drapeau ivoire dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Zézé, merci à tous nos consultants qui se sont succédés sur ce plateau. Serge Dakouri, donc déjà pour la chronique sport, Gabriel Zani également. Et merci également à Fatim JJ, sans oublier toutes les équipes techniques et bien sûr les équipes rédactionnelles. On vous donne rendez-vous déjà à 14h30 pour la rediffusion donc, de la thématique, mais vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur tous nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Eva, excusez-moi de vous interrompre. Donc, j'aimerais qu'on me redise ça afin que je puisse bien le restituer. Donc, faut des informations qui ont soit passé en bande déroulante. Je n'ai pas entendu. Est-ce que la rédaction en chef peut revenir là-dessus pour que je puisse entendre? Au niveau de la Riviera à Kouedo, il y a quelques barrages de militaires. Donc, il faut faire très attention, faire preuve de beaucoup d'attention à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 7h30. Que Dieu nous protège tous et prenez soin de vous et des autres. Au revoir.